Donc, bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux à cette soutenance de thèse de Mathéo Delabre. Je suis Sylvie Hamel, la présidente du jury. Sur le jury aujourd'hui, on a aussi Blérina Sinaimeri qui est en Italie. Elle est en ligne. Bonjour. Bonjour, Blérina. Et ensuite, on a Nadia Mabrouk, la directrice de thèse, Miklos Skouros, un collègue du département, et Joseph Orkin du département d'anthropologie. Et aussi sur bio, quel bio? Bio. Sciences biologiques. Merci, désolé. La soutenance va se passer comme suit. Mathéo va nous faire une présentation de ses travaux de thèse pendant une soixantaine de minutes. Puis ensuite, ben, le jury va poser des questions. Et peut-être, si on a le temps, on ira dans la salle pour quelques questions. Et après coup, tout le monde va sortir, sauf le jury qui va délibérer. Et ensuite, on va donner des résultats de cette délibération. Donc, sans plus attendre, Mathéo, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sylvie, pour l'introduction. Merci tout le monde d'être présent. Donc, ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous présenter mon sujet de thèse, mes travaux de thèse pour les 6 dernières années. Là, on va essayer de résumer ça en à peu près 1 heure. La thèse s'intitule Reconstruction de l'histoire évolutive de gènes en synthénie. Et le sous-titre, c'est Approche algébrique pour la réconciliation segmentale. Fait que, idéalement, d'ici la fin de la présentation, tout le monde va comprendre tous les mots qui sont là-dedans. C'est un petit peu ça l'objectif. Donc, on va commencer par une petite introduction au sujet, donc un petit peu de contexte sur le domaine. On va parler d'évolution, en particulier d'espèces. Donc, je vais prendre la définition la plus simple d'espèce, qui est comme une population d'individus qui sont capables de se reproduire ensemble. Puis là, dans ce petit diagramme-là, les petits points, ça va être des individus, mettons. Puis chaque ligne va être une population, une génération de la population. Fait que si on progresse dans le temps, ben, on voit que cette population-là se reproduit, fait des nouvelles générations de taille plus ou moins grande. Et tout ça, ça appartient à la même espèce. Il peut arriver à certains temps, à certains moments, que des morceaux de la population deviennent isolés du reste, ne soient plus capables de se reproduire avec le reste. Donc là, c'est ce qu'on appelle une spéciation. Fait que là, les deux couleurs qui sont marquées là, ça va être comme deux nouvelles espèces qui se créent. Puis là, quand on continue le défilé du temps, ben, elles sont comme isolées l'une de l'autre. Fait que le temps peut progresser comme ça, puis il peut y avoir de nouvelles spéciations qui se passent, il peut y avoir des espèces qui s'éteignent, comme la bleue foncée au milieu. Mettons qu'on se rend jusqu'à aujourd'hui ici, on va dire qu'on a 3 espèces. Ok. Ça, c'est basiquement comment évoluent les espèces, de façon assez simplifiée. Ce qui va nous intéresser aussi dans cette présentation-là, c'est l'évolution des gènes. Donc, si on zoome sur un des individus qui sont dans ce diagramme-là, on va voir qu'il y a un génome à l'intérieur, puis dans un génome, il y a un ensemble de gènes qui sont ici représentés par des petits carrés avec des lettres. Et il faut comprendre que chaque individu a son propre génome, mais ça se transmet de parents à descendants, évidemment. Fait que, par exemple, on peut regarder le gène E, mettons, ça se pourrait qu'on le retrouve dans tous les individus des espèces d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gène-là a en quelque sorte sa propre évolution à l'intérieur de l'évolution des espèces. Là, ce que j'ai dessiné en bleu, c'est ce qu'on pourrait imaginer comme étant l'évolution du gène. À chaque individu qui porte le gène, ben, on trace jusqu'à son parent dans la génération précédente. Puis ainsi, on voit que ça finit par converger jusqu'à un ancêtre commun. Ok, donc, ces 3 gènes, ces 3 exemplaires du gène-là, en bas, on appellerait ça des gènes qui sont homologues parce qu'ils remontent jusqu'à un ancêtre commun. OK. Pour la suite de la présentation, on va beaucoup simplifier ce diagramme-là. Donc là, c'est à peu près le même diagramme qu'avant, sauf qu'on ne considère plus vraiment le détail des populations. On va imaginer qu'il y a comme un génome représentatif pour chaque population de l'espèce à chaque instant T, là. Fait que, on va faire ce genre de diagramme-là où en arrière-plan, vous avez la trame d'évolution des espèces et par-dessus, on dessine la ligne d'évolution des gènes qui sont à l'intérieur. OK? Donc ça suppose notamment qu'il y a comme pas de polymorphisme au niveau des spéciations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme plusieurs allèles du gène au moment où la spéciation se passe, sinon ça compliquerait beaucoup le diagramme et aussi les algorithmes qui vont suivre. Donc, on va vraiment prendre cette hypothèse-là pour la suite. OK, donc ça, c'est vraiment une évolution très simple possible pour le gène. Il peut se passer plein d'autres choses dans la vie d'un gène. Voici 4 mécanismes sur lesquels on va particulièrement s'arrêter. En fait, le premier, c'est un qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que le gène peut suivre la spéciation de l'espèce dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire qu'on a un exemplaire du gène à la base, l'espèce se divise en 2 espèces, ben, on a 2 exemplaires du gène à la fin, une dans chaque espèce. Mais il peut aussi se passer des choses à l'intérieur de l'espèce.
À droite, ici, on voit une duplication, c'est-à-dire que dans le même génome, à un moment donné, il y a une mutation qui fait que le gène se retrouve en deux exemplaires au lieu d'un exemplaire. Ben, ces deux exemplaires-là remontent quand même à un ancêtre commun, mais ils sont dans la même espèce. OK? Ces exemplaires-là peuvent aussi être perdus à certains moments. Donc ça, c'est l'événement qui est en bas à gauche, qu'on va représenter par un demi-cercle. Et, chose un petit peu plus spéciale, il peut y avoir des transferts horizontaux. Ça se passe surtout dans les bactéries. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux lignées vraiment séparées ici, qui n'ont rien à voir entre elles à la base, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, puis un gène se fait transférer d'une espèce à l'autre, alors qu'elles ne sont pas comme parentes l'une de l'autre. Et donc, c'est ce qu'on appelle un transfert horizontal, ben, ça se passe horizontalement dans le temps. Et avec ces petits blocs Lego-là, on peut construire des histoires évolutives pour des gènes. Donc là, c'est quand même un diagramme un peu plus complexe que celui que j'avais présenté tantôt. On peut imaginer que ce gène E, là, mettons, il a plusieurs exemplaires dans les différentes espèces qu'on considère. Et puis, ce qui aurait pu se passer, c'est ce scénario-là qui est représenté ici, c'est-à-dire que, OK, on a comme une copie initiale unique à la base qui se duplique, qui suit les deux espèces au début. Ici, par exemple, on voit que le gène se fait transférer à l'espèce voisine. À un moment donné, on a une perte ici. Puis, chose importante à noter aussi, qui va nous intéresser dans la suite, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette espèce-là qui s'était éteinte, vous vous souvenez, dans le diagramme à la base. Mais elle a quand même de l'influence sur l'évolution du gène, c'est-à-dire que juste avant de s'éteindre, elle a transféré sa copie à une espèce que nous, on connaît à la fin. Donc ça, c'est une des choses qui peuvent se passer également. Donc la question générale qui nous intéresse, ça va être comment reconstruire ces histoires-là. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de gènes qu'on connaît, qui sont là aujourd'hui, puis on voudrait comprendre comment ils sont arrivés là. Ça a plein d'applications, en plus de l'aspect curiosité. C'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais une application que je peux citer, c'est pour l'annotation fonctionnelle des gènes. Donc, ça prend beaucoup de travail de savoir à quoi sert un gène, qu'est-ce que fait un gène dans la vie. Et si on sait c'est quoi la relation entre deux gènes homologues, si on sait par exemple qu'ils sont reliés par une spéciation ancestrale, ben, ils ont plus de chances d'avoir la même fonction que si c'était une duplication ancestrale. Fait que si on arrive à déterminer ces relations-là, ben, on peut comme se sauver du travail puis se dire, ah, ce gène-là, ben, on a déterminé sa fonction, puis tous les autres qui sont, on va appeler ça des orthologues, ben, ils ont probablement la même fonction. C'est comme raisonnable d'avoir cette hypothèse-là. Donc, comment on fait ça? Je vais d'abord prendre une boîte magique, parce que je ne vais pas rentrer dans comment on fait ça, mais on est capable de reconstruire ce qu'on appelle des phylogénies, c'est-à-dire des arbres d'évolution des gènes, puis des espèces. OK, donc, on va supposer qu'il est possible, étant donné ces exemplaires-là actuels du gène E, puis ces espèces-là qu'on a vues tantôt, de savoir c'est quoi leur relation ancestrale évolutive. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on voit que 2 et 3 ont divergé après la divergence ancestrale. Ici, c'est comme pas la même orientation que tantôt, là. Désolé si c'est un petit peu mélangeant. Puis ici, on a des relations évolutives aussi. Et on sait que, par exemple, ce gène-là est dans cette espèce-là, ce gène-là est dans cette espèce-là. OK. Ça, c'est tout un domaine dans lequel on ne va pas rentrer. On va supposer qu'on a ces arbres-là. Là, le travail qui nous reste à faire, il est vraiment simple. C'est savoir où est-ce qu'il y a eu des duplications, où est-ce qu'il y a eu des transferts horizontaux. Donc, savoir ce que je vais qualifier d'événements évolutifs à partir de ces deux euh, phylogénies-là qu'on a trouvées. OK? Puis, la méthode qu'on va utiliser s'appelle la réconciliation. Pourquoi ça s'appelle la réconciliation? C'est qu'on peut voir dans ce diagramme-là qu'il y a comme une discordance entre les deux arbres. Euh, donc, la topologie de l'arbre de l'espèce, on voit qu'elle est clairement pas la même que la topologie de l'arbre des gènes. Donc, ça montre que ça n'a pas juste suivi des spéciations, ça a aussi eu des duplications probablement dans le passé, qui nous ont amenés à cet état de fait où on a plusieurs exemplaires dans chaque espèce et ces exemplaires-là n'ont pas la même phylogénie que les espèces. OK? Donc, le problème qu'on va essayer de résoudre, c'est de prendre ces deux arbres-là en entrée avec les associations de quel gène appartient à quelle espèce, essayer de trouver un scénario évolutif qui représente potentiellement ce qui s'est passé par le passé. OK, on peut s'amuser à penser à la combinatoire de ça. Euh, C'est-à-dire que si on prend cette entrée-là, il y a plein de possibilités qu'on a pour obtenir une espèce qui a cette forme-là. On va pouvoir insérer dans cet arbre-là, qui est l'arbre qui va se retrouver ici en premier plan, on va pouvoir insérer différents événements sur les branches ou sur les nœuds internes.
On va pouvoir aussi insérer des espèces inconnues. Donc, dans l'arbre qu'on a reconstruit, évidemment, on ne sait pas qu'il y a une espèce qui s'est éteinte parce que, ben, elle s'est éteinte. Mais c'est possible de supposer qu'il y en a eu une. Et donc, c'est une des possibilités dans l'espace combinatoire. Et finalement, il va falloir placer. Donc là, vous voyez que l'arbre en noir, là, il est vraiment comme tout mélangé, mais c'est parce qu'on a placé ces sommets à différents endroits de l'arbre d'espèce, donc plus ou moins haut, qui représente à quel moment ça a divergé par rapport à l'arbre d'espèce. Donc, c'est ces trois choses-là sur lesquelles on va jouer pour construire ces histoires-là. Vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup des possibilités. En fait, il y en a une infinité. On pourrait imaginer plein d'espèces, autant d'espèces invisibles qu'on veut, puis autant de transferts à gauche, à droite qu'on veut. Donc, ça peut paraître un peu désespéré quand on le voit comme ça. La méthode qu'on va prendre, l'hypothèse, c'est de prendre toujours l'hypothèse la plus simple, qui est quelque chose qu'on fait beaucoup en sciences. On appelle ça le rasoir d'Occam. On va essayer de trouver en fait l'histoire qui prend le moins d'hypothèses supplémentaires par rapport à ce qu'on voit dans les données. Ça ne va pas nous garantir qu'on trouve une histoire qui est représentative de ce qui s'est réellement passé, parce que l'évolution ne prend pas nécessairement le chemin le plus court, évidemment, mais ça va nous permettre d'avoir un peu plus de confiance dans les hypothèses qu'on amène, et surtout les événements qu'on va inférer, ils vont avoir plus de probabilité de s'être réellement produits, si on suit ce principe-là. Donc, point de vue algorithmique, comment on fait, c'est qu'on assigne à chaque type d'événement, là, ces quatre petits symboles, donc le rond pour la spéciation, la duplication, c'est un carré, et le losange pour le transfert, et le petit cercle, demi-cercle pour la perte. Donc, chacun de ces événements-là, on va leur associer un coût, qu'on peut voir comme le log négatif d'une probabilité aussi, si on veut le voir comme ça. Donc, au plus le coût est gros, au moins l'événement va être probable de se produire. Et le coût d'une histoire au complet, ça va être comme la somme des événements qu'on utilise. Donc ici, c'est une histoire qui a un coût 8 parce qu'on a deux transferts qui ont un coût 3, puis une duplication qui a un coût 2. À gauche, on a un de plus parce qu'on a comme une perte ici qui se produit. Donc c'est somme des coûts des événements ou produit des probabilités, si vous voyez d'un point de vue probabilité, mais c'est équivalent de minimiser l'un ou maximiser l'autre. OK. Donc là, on arrive à la partie un peu plus informatique de la chose, c'est-à-dire qu'en fait, on est face à un problème d'optimisation combinatoire. On va prendre en entrée les choses que j'ai montrées tantôt, donc les deux arbres, l'association entre les feuilles, puis une définition des coûts pour les différents événements. Et on va chercher, mettons pour commencer, le coût minimum d'une histoire qui explique cette entrée-là, avec potentiellement des nouvelles espèces inconnues qu'on peut introduire dans l'entrée. Ça, c'est le problème de réconciliation en tant que tel, qui est comme un problème qui est comme 5 décennies de littérature, dont j'ai mis un petit extrait en bas ici. Puis le modèle qui est considéré a beaucoup évolué avec le temps. On a commencé avec un modèle juste à base d'inférence de duplication. On a rajouté inférence duplication perte et transfert horizontal, duplication perte, transfert horizontal et des espèces inconnues. Chaque auteur rajoute un petit peu des choses supplémentaires qui vont nous permettre d'avoir des scénarios de plus en plus fidèles potentiellement à la réalité, mais aussi des espaces combinatoires de plus en plus gros, évidemment, à explorer. Donc, ça, c'est un problème vraiment connu c'est ça, en évolution, en phylogénétique pour être précis, mais ce n'est pas celui-là qui nous intéresse pour la thèse. Ça, c'était juste le préambule. En fait, nous, on va compliquer un peu ce problème-là, et pour ça, je dois parler de ce qu'on appelle les synthénies. Il se trouve que dans l'évolution des espèces, des limitations qui peuvent se produire, ben, les mutations affectent souvent plusieurs gènes en même temps. C'est pas juste comme un gène qui se duplique tout seul dans sa vie. Donc, ce qui peut se passer, c'est par exemple une duplication segmentale. Là, donc, une duplication a pris tout ce bloc-là, puis l'a dupliqué ailleurs dans le génome. Et dans la vraie vie, on peut trouver des systèmes comme ça qui ont tendance à évoluer ensemble. Parce que, par exemple, ils dépendent fonctionnellement l'un de l'autre. Tu sais, ce gène-là ne peut pas faire ce qu'il a à faire sans que l'autre gène soit présent. Il y a quand même des bonnes chances qu'ils se fassent dupliquer ensemble. Ben, que le moment où ça se fait dupliquer ensemble a plus de chances de survie que si ça ne se fait pas dupliquer ensemble, pour être précis. Et donc, les histoires de ces différents gènes-là, elles deviennent dépendantes. Ok. Donc, c'est plus raisonnable. Ce n'est plus raisonnable de supposer qu'elles sont indépendantes et donc de les inférer séparément. Euh, les probabilités de ces histoires-là ne sont pas indépendantes. Donc, on veut idéalement faire une inférence conjointe de ces histoires-là. Donc, en fait, ça, c'est la vraie question de la thèse. C'est comment reconstruire l'histoire conjointe de plusieurs gènes qui sont dans des synthénies. Ok. Euh, Comment on fait ça? Ben,
OK, dans le lab, donc avec Nadia puis les autres personnes du lab, on a développé avec le temps un modèle qu'on appelle la réconciliation segmentale. Donc, ça prend le même principe de la réconciliation, mais ça la fait agir sur des groupes de gènes et non pas sur des gènes individuels. Fait qu'on va retrouver des événements qui sont similaires à ce qu'on a vu tantôt, sauf que, ben, tu sais, à l'intérieur de chaque événement, on va inscrire les gènes qui sont affectés par l'événement. OK, donc, mettons ici, c'est une spéciation qui concerne le gène A, le gène B et le gène C simultanément. Pardon. Ici, on a une duplication qui, à la base, on avait le gène A, B et C, puis là, ça va dupliquer juste le groupe AB, mettons. Ça veut dire ça quand on souligne. Ici, on a par exemple la même chose pour le transfert horizontal. Puis là, il y a comme deux saveurs de perte. On peut perdre comme une partie du groupe ou perdre la totalité du groupe si ce serait la fin de la lignée de la synthénie à ce moment-là. Et on va voir un nouveau type d'événement apparaître qu'on n'avait pas jusqu'alors parce que jusqu'alors, le gain, l'apparition d'un gène, ben, c'est juste la racine de l'arbre. Mais là, à différents moments de l'évolution, ben, il peut y avoir des choses qui se rajoutent dans notre groupe de gènes. OK, donc des nouveaux gènes qui se rajoutent. Ça va être manifesté par l'événement de gain, qui est comme un demi-cercle dans l'autre sens. OK, donc ça ouvre puis ça ferme le- la lignée de chaque gène. OK? Donc, avec ça, on peut faire des histoires encore plus compliquées. Ça, c'est juste un exemple de ce qu'on pourrait faire, juste pour illustrer comme tous ces événements-là ensemble. Donc, vous voyez qu'on commence nécessairement par un gain, parce que sinon, on n'a rien à faire évoluer. Donc là, on aurait un groupe qui a commencé avec les gènes A, B et D. Ici, on gagne CE plus tard. Là, le groupe AC se fait transférer, puis on se retrouve avec AC ici. Là, le groupe BD se fait transférer, puis on gagne FG, puis là, on a BDFG, on duplique BDF à gauche. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent se passer dans l'évolution. Et donc là, vous voyez venir la suite. C'est comment on a fait ça. Oh, excusez, ça, c'est la slide d'après. Avant ça, je veux souligner que dans cette grosse histoire-là, ben, il y a plein de petites histoires, évidemment, qui sont implicites. OK, par exemple, si on regarde le gène A là-dedans, ben, il a commencé ici. Là, c'est un petit peu déformé à gauche, à droite, mais c'est le même arbre. Il a commencé ici, il y a eu une spéciation ici, puis il y a eu un transfert horizontal du A ici. Donc, si on extrait comme une histoire pour A, ça nous donnerait ça ici. Puis là, j'ai comme montré comment on fait pour... Qu'est-ce que ça donnerait si on extrayait les histoires qu'on trouve dans cette histoire conjointe-là. Puis, ce qu'on voit dans ces histoires individuelles-là, c'est qu'elles ne sont pas parcimonieuses. C'est pas l'histoire la plus simple possible quand on les considère individuellement. Euh, Par exemple, ici, on n'aurait pas commencé le gène ici si c'est pour le perdre juste après. On l'aurait commencé comme ici, puis on l'aurait transféré directement. Ça pour illustrer que quand on fait une inférence conjointe, ben, évidemment, les histoires individuelles ne vont pas être nécessairement optimales, mais ensemble, elles forment quelque chose d'optimal. C'est ça qu'on essaie d'obtenir. Et donc ça, c'est ce que je disais tantôt. On étend le problème qu'on cherche à résoudre à de la réconciliation segmentale et non plus à de la réconciliation seule. Et donc, on peut s'amuser avec la combinatoire de ça aussi. En fait, ça va être très similaire à ce qu'on avait avant, sauf qu'on a une chose supplémentaire à inférer qui est comme le contenu des synthénies ancestrales. OK, donc, on va inférer évidemment les événements ancestraux, on va les placer dans l'arbre d'espèces, mais aussi, tu sais, on a besoin de savoir, ah, j'avais les gènes A, B et D à cet endroit-là. J'avais les gènes B, D, F, G à cet endroit-là. Et donc ça rajoute quelque chose de plus à inférer. Donc pour chaque nœud interne de l'arbre, on peut avoir potentiellement n'importe quel sous-ensemble de gènes euh, qui est présent. Et donc, ben, je fais juste remettre le problème, mais cette fois-ci en forme segmentale. C'est le même principe. On va avoir un arbre de synthénie, un arbre d'espèces, l'association des feuilles, les coûts sur les événements, et on cherche une histoire de coût minimal. Là, j'ai laissé quelques références donc, qui remontent au moment où on a introduit ce modèle étendu-là, qui était comme juste avant le début de ma thèse. Puis là, c'est comme deux articles qu'on a publiés durant la thèse pour essayer de résoudre ce problème-là. Ben, résoudre ce problème. On n'a pas juste essayé, on a réussi à le résoudre. Sinon, je ne serais pas là en train d'en parler. Ben, ce serait moins le fun, mettons. OK. Right. OK. Je vais essayer de donner une petite application concrète pour motiver davantage ce problème-là. Donc, l'une des synthénies qui existent dans le monde réel, c'est ce qu'on appelle le système CRISPR-Cas. Vous avez peut-être déjà entendu parler si vous avez fait de la bio.
Euh, c'est un système d'immunité adaptative qu'on retrouve chez les bactéries et les archées, qui est quand même assez fascinant. Puis je ne suis pas spécialiste, fait que je vais m'en tenir à l'explication de base. C'est un système donc d'immunité adaptative dans le sens où il y a comme cet endroit CRISPR dans le génome qui sert de base de données de morceaux de génome qui ont essayé d'envahir la bactérie dans le passé ou ses ancêtres. Puis à chaque fois que la bactérie comme, voit un nouveau virus qui essaye de l'infecter, ben, elle va prendre un morceau du génome de ce virus-là, puis l'insérer dans son propre génome, dans cette base de données-là, de choses qu'elle a déjà vues. Ça, c'est le rôle des gènes d'adaptation à gauche en bleu. Et puis, régulièrement, ces morceaux-là qui sont en fait stockés dans les espaceurs, hein, c'est ça les morceaux de génome étrangers, ben, ils vont se faire transformer en ce qu'on appelle des CR-ARN, donc CRISPR-ARN, qui vont guider les gènes qui sont en rouge et en jaune à aller chercher de potentiels futurs virus qui essayent d'envahir la bactérie, puis les dégrader avant qu'ils commencent à causer du trouble. OK. Donc, ce qui est intéressant là-dedans pour nous, c'est qu'il y a un groupe de gènes qui sont interdépendants pour leur fonction générale. Ok, vous ne pouvez pas avoir un système de CRISPR qui a juste l'adaptation, parce qu'il va juste insérer plein de génomes inutiles dans son génome. Il y a besoin d'avoir les trois dans différents degrés pour que ça fonctionne. Donc, ce qu'on a fait, donc ça, c'était en 2022, notre premier article, donc avec Johan Anselmetti, Nadia et moi-même. On a essayé, donc on a résolu le problème, je vais vous en parler juste après, puis on l'a appliqué à un échantillon de CRISPR qu'on trouve dans la vraie vie. Donc, vous avez un arbre d'espèces à gauche qui représente différentes espèces de bactéries et d'archées, juste de bactéries en fait dans ce cas-là, je pense. Et à droite, on a l'arbre des synthénies CRISPR. Donc, la façon dont c'est représenté, là, c'est que chaque colonne est un gène, puis on affiche le gène juste quand il est présent dans la synthénie en question. Donc, on voit qu'il y a quand même des différences de contenu. Et il y a même comme des clusters qui sont un petit peu dysfonctionnels dans certaines espèces, parce qu'ils n'ont pas tous les modules nécessaires. C'est ça. Donc, on voudrait essayer de reconstruire une histoire pour ça. Puis, c'est ce qu'on a fait dans cet article-là. On a proposé ce scénario-là, qui est le scénario le plus parcimonieux, ben, un des scénarios les plus parcimonieux, comme on va y revenir juste après, si on fixe ces coûts-là. Donc, ces coûts-là, ils n'ont pas de justification absolue. C'est comme un petit peu heuristique, puis c'est un petit peu les coûts que les gens utilisent dans la littérature. Mais on va revenir sur cet enjeu-là plus tard aussi. Mais on suppose que les pertes coûtent moins cher que les applications, qui coûtent moins cher que les transferts, qui sont quand même assez rares. C'est un petit peu ça l'heuristique qui amène à ce choix de coûts. Et donc là, ben, c'est quand même un peu long à décrire comme histoire, mais il y a des choses intéressantes qui sont proposées comme hypothèse dans cette histoire-là. C'est par exemple, l'origine de CRISPR serait inférée dans ce groupe-là, qui est le groupe des térabactéries. Ok, donc ça, c'est comme une hypothèse qu'on peut ressortir de là. OK, est-ce que ça vient vraiment de cet endroit-là? Puis ce serait dispersé ensuite par un transfert horizontal jusqu'aux protéobactéries qui sont en bas. Euh, donc ça, c'est une autre hypothèse qui est intéressante. Voilà, c'est juste pour illustrer qu'est-ce qui peut sortir de l'application de ce problème-là. Un enjeu dans l'exploitation de ces résultats-là, c'est qu'il peut y avoir plusieurs histoires qui ont le même coût à la fin, donc plusieurs histoires co-optimales. Puis là, c'est vraiment difficile de dire laquelle est meilleure que les autres, parce que par définition, elles sont toutes bonnes. Ici, par exemple, j'illustre le nombre de solutions co-optimales en fonction du choix de coût qu'on peut faire, donc pour les duplications en haut, puis pour les transferts en bas. Là, on suppose qu'on a fixé le coût des pertes à 1. Il y a comme c'est un peu arbitraire, mais de toute façon, on peut comme multiplier les coûts des trois événements ensemble, puis ça ne va rien changer. C'est ça. Donc, on voit par exemple ici que pour le choix de coût qu'on avait pris dans la figure présente, il y a comme 32 histoires qui sont optimales. Donc, évidemment, si on en sort juste une, c'est difficile d'affirmer des choses sur qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, sachant que ce n'est pas la seule solution. Fait que là, c'est un petit peu un moment où on a pêché dans notre article, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment fait une analyse poussée de ces 32-là. On a juste sorti un scénario, puis on a dit quelles hypothèses pourraient sortir de là, mais ça aurait été beaucoup plus intéressant si on était capable de résumer, mettons, qu'est-ce qui se passe dans ces 32-là, de combien de ces 32-là suppose que l'origine se place dans tel groupe, ce genre de statistiques, par exemple.
Et donc, en fait, quand je disais tantôt qu'on cherche à trouver l'histoire de coût minimum ou le coût minimum, ben, c'est loin d'être tout ce qu'on veut faire d'un point de vue algorithmique. C'est pas juste ça qu'on veut faire. On voudrait en fait explorer l'histoire de toutes les histoires, l'espace de toutes les histoires qui sont co-optimales entre elles. Ça se peut qu'il y en ait beaucoup, beaucoup. Il y en a un nombre exponentiel dans le pire cas. Dans ce cas-là, on voudrait pouvoir en échantillonner un certain sous-ensemble. On voudrait pouvoir faire des statistiques sur ces histoires-là. Et puis même ça, c'est pas suffisant parce qu'il y a aussi des histoires qui sont quasi optimales. Puis là, vu qu'on n'est pas trop sûr de notre choix de coût, ben, on aimerait ça pouvoir aussi trouver ces histoires qui sont proches de l'optimalité, puis savoir à quel point elles sont différentes. Puis en parlant des coûts, ben, j'ai dit tantôt que le choix des coûts n'était pas 100% trivial. Ça, en fait, pour l'avoir des coûts vraiment sûrs, il faudrait faire une estimation statistique de c'est quoi la probabilité d'avoir une duplication à tel endroit de l'arbre d'espèce. Euh, Ce qui n'est pas quelque chose que je sais faire, en tout cas. Ça se peut qu'il y ait des gens qui sachent faire. Fait qu'on voudrait plutôt savoir, du moins avoir une certaine assistance dans le choix de ces coûts-là. Pas être juste dans le noir puis à piger comme, OK, je vais mettre 4 pour les duplications, 4 pour les transferts ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une autre des tâches algorithmiques qu'on voudrait pouvoir faire. Puis la dernière tâche, elle est un petit peu méta, mais on voudrait aussi pouvoir faciliter comme l'extension de l'algo. Puis là, on va voir dans la suite que l'algo devient de plus en plus difficile à décrire, plus on rajoute d'événements à l'intérieur. Fait que c'est une des autres tâches qu'on voudrait. OK. Pour ça, je vais présenter ce qu'on appelle la programmation dynamique algébrique, comme une méthode algorithmique pour résoudre ces tâches-là. OK, programmation dynamique, je pense que les gens qui ont fait de l'algo ici doivent déjà sentir ça venir depuis un moment, mais le problème qu'on essaie de résoudre est résolvable, peut être résolu avec la programmation dynamique, ce qui est bien, parce que c'est comme un espace très grand de solutions qu'on cherche à explorer, puis la programmation dynamique nous permet d'avoir des choses polynomiales en temps. Euh, c'est ça. Donc la programmation dynamique, c'est un principe algorithmique, pour ceux qui ne savent pas, qui repose sur trois critères principaux. C'est que les instances des problèmes doivent être décomposables en sous-instances qu'on peut aller résoudre indépendamment. Ces sous-instances-là doivent se chevaucher, c'est-à-dire que si on décompose une instance, ben, on va retrouver plusieurs fois la même sous-instance qui se reproduit. Puis, finalement, elles doivent respecter ce qu'on appelle le principe d'optimalité de Bellman, c'est-à-dire que si on a une solution optimale, ben, à l'intérieur, il va y avoir des des sous-solutions optimales pour les sous-instances du problème. Dès qu'on a ces trois critères-là, on peut appliquer la recette de la progression dynamique et ben, une chance est que notre problème remplit ces trois conditions-là. Pour expliquer en détail la progression dynamique algébrique, je ne vais pas commencer par le faire sur la réconciliation parce que c'est un petit peu compliqué. Donc là, on va faire une petite parenthèse et parler d'un problème plus simple qui est aussi en bioinformatique, qui est le problème de repliement d'ARN, de structure secondaire de l'ARN. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'ARN, c'est une suite de nucléotides. Ces nucléotides-là, ils agissent comme des petits aimants. Donc, le A va attirer le U, le C va attirer le G. Puis, si on a une longue chaîne d'ARN comme ça, puis qu'on la secoue très fort, à un moment donné, ça va finir par... les aimants vont se coller, puis ça va former une certaine structure telle qu'on peut voir à droite. Puis là, on aimerait ça pouvoir prédire c'est quoi la structure qui va se former à partir juste de la séquence qui est en entrée pour éviter d'avoir à secouer trop longtemps les molécules. Donc, ici, on va prendre un modèle vraiment, vraiment très simple. On va juste essayer de maximiser le nombre d'aimants qui se collent, donc le nombre de paires qu'on forme. Évidemment, dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Ça, c'est un problème qui est assez célèbre en bioinformatique. Et il y a une solution en programmation dynamique qui s'explique assez bien. On va construire cette espèce de matrice triangulaire à droite ici, qui se lit comme suit. La case qui est à la rangée I puis la colonne J, ça va donner le maximum de paires qu'on peut faire si on regarde la séquence qui commence ici puis qui termine là. Okay, donc la séquence qui va de A, puis qui s'arrête à G ici, mettons. Ça serait la case qui est ici, qui est là. Okay, donc, peut-être un petit peu funky à lire, là, mais c'est ça le principe. Et puis, donc là, c'est le principe de décomposition des sous-instances en sous-instances qui se manifeste, c'est-à-dire que la valeur qui nous intéresse, elle est ici, c'est-à-dire le maximum de repliement pour la séquence qui commence au début puis qui termine à la fin. Mais on peut décomposer ça en sous-problèmes, par exemple, cette case-là, cette case-là, cette case-là, qui sont comme des maximums de repliement pour des sous-séquences de la séquence initiale. Et ces cases-là sont reliées par une relation de récurrence.
qui s'écrit comme suit, c'est-à-dire qu'on a essentiellement deux choix à chaque case. Soit ben, on va décider de ne pas apparier le dernier nucléotide qui est ici, donc on l'ignore, puis on va replier la suite, ce qui se trouve avant en fait, la suite dans l'autre sens. Soit on décide d'apparier celui-là à n'importe quelle des choses qu'il y a avant. Fait que là, par exemple, on a cette case ici. On pourrait dire qu'on va apparier ce U à ce A ici. Puis là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller résoudre deux problèmes. Le problème de replier cette partie-là, puis de replier cette partie-là. Puis c'est ça qui est écrit ici avec des variables qui sont un petit peu difficiles à lire rapidement, mais c'est vraiment ça le principe. Donc, on essaye toutes les possibilités d'appariement euh, avant. OK. Euh, oui, j'y viens. OK, c'est ça. Là, on peut se dire que c'est quand même relativement simple. Euh, un problème avec ça, ça fait juste calculer le coût maximal, ben, le nombre maximal de paires. Et là, si on revient à mon slide précédent, ben, moi, je ne veux pas juste le nombre maximum, je veux le repliement. Ou même tous les repliements optimaux, parce qu'on va avoir le même problème qu'on a eu pour la réconciliation, ou les repliements quasi-optimaux, ce genre de choses-là. Puis là, dans les articles qui traitent de programmation dynamique, puis qui résolvent ce genre de problème, ben, ils résolvent ça, ils trouvent le coût minimum, puis ben, le reste, c'est trivial. C'est trouver la solution en tant que telle. Ça ne vaut pas la peine de dépenser des pages là-dessus. Le problème, c'est que ce n'est pas si trivial que ça, surtout quand on considère des problèmes plus compliqués, où on se retrouve avec des récurrences qui ont ces têtes-là, qui sont des vraies récurrences que j'ai tirées de certains papiers, dont l'un des nôtres. Euh, mais si en plus on veut adapter ces récurrences-là pour en extraire des solutions, ben là, ça devient un petit peu un cauchemar. Et c'est là qu'intervient l'approche algébrique. L'idée, c'est de séparer la résolution des problèmes en deux étapes. En fait, quand on résout un problème de programmation dynamique, il y a deux choses qu'on est en train de faire. D'une part, on est en train de faire la décomposition du problème en sous-instances, ce que j'ai dit tantôt. Puis d'autre part, on évalue ces solutions-là. On essaie de sélectionner les meilleures, essentiellement. Et il y a certaines règles que doivent respecter. Ben, en fait, ça doit respecter le principe d'optimalité de Bellman quand on est en train de faire ça. Puis l'idée de cette approche-là, c'est de séparer ces tâches-là en deux objets mathématiques distincts. On va séparer la décomposition récursive du problème dans un objet qu'on appelle une grammaire et l'évaluation des solutions dans un objet qu'on appelle une algèbre. L'avantage de cette séparation-là, ben, d'une part, c'est la composabilité. On va le voir juste après. C'est-à-dire que ça devient des vrais objets mathématiques plutôt que l'approche de progression dynamique qui est un petit peu ad hoc précédemment. Là, on trouve des objets qui ont des propriétés, des conditions qu'on est capable de manipuler et de composer ensemble pour résoudre des problèmes plus compliqués. Puis, un autre aspect important, c'est qu'on peut garder la même grammaire, donc la même description récursive de décomposition de l'espace, puis trouver des algèbres différentes. Donc, des façons différentes d'évaluer ces solutions-là. En particulier, pour répondre à notre question précédente, ben, on peut évidemment mettre une algèbre qui va trouver le maximum du nombre de paires, mais on va aussi pouvoir faire une algèbre qui génère les solutions. Et là, en combinant les deux, ben, on va trouver la solution qui maximise le nombre d'appariements. Et cette composition-là des deux algèbres peut se faire de façon automatisée, comme on va le voir juste après. OK. Un exemple. Ben, on suit l'exemple de tantôt. À quoi ressemblerait la grammaire du problème de repliement qu'on a vu juste avant? OK, là, il y a comme pas mal de formalisme que je vais présenter rapidement. Ici, ce qu'on appelle fold, ici, c'est un prédicat de la grammaire. Ça ressemble un peu à des grammaires qu'on peut avoir en informatique d'habitude, mais il y a des petits twists que je vais expliquer. Après chaque prédicat, il y a entrecroché ce qu'on appelle un motif. Ça va aller décomposer l'entrée. Donc, c'est à ce moment-là qu'on décompose notre problème initial. Et ici, ben, on suit la convention habituelle des variables en majuscules, constantes en minuscules. Donc, ce qu'on écrit ici, x majuscule A, y majuscule B, c'est que notre entrée, on va la décomposer en une chaîne de caractères x, suivie d'un caractère A, suivie d'une chaîne de caractères y et d'un caractère B. Et vous voyez que ça commence à ressembler à ce qu'on a fait dans la récurrence précédente, c'est-à-dire prendre le B qu'on avait à un moment donné, aller trouver un A qui correspond, puis récupérer les deux chaînes qui séparent les deux au milieu. Une fois qu'on a fait cette décomposition-là, la règle qui est écrite ici, ça dit que ben, on va supposer qu'on apparie A et B. Et là, il y a ces deux sous-problèmes-là à résoudre, le repliement de X puis le repliement de Y. OK? Donc, si on voit ça comme des règles de réécriture, on pourrait commencer en appelant fold, entre parenthèses, notre grosse séquence à la base. Et
ça va se réécrire en Ah, ben, je vais apparier tel et tel nucléotide, puis il me reste à réécrire cette partie-là. Et puis à force de réécrire, on va tomber à des choses qu'on ne peut plus réécrire, qu'on appelle des termes. Je vais illustrer un exemple juste après ici. Avant ça, la deuxième règle, ben, c'est celle qu'on a vue tantôt, c'est-à-dire qu'on peut juste ignorer le dernier caractère, décider de ne pas l'apparier à quoi que ce soit. Puis là, on peut juste continuer à résoudre vers la gauche. Puis quand on a une chaîne vide, ben, c'est l'appariement vide, qu'on va appeler 1. OK? Donc, un exemple, mettons, si on prend cette grosse séquence-là, ben, pas si grosse, mais grosse pour le tableau. On pourrait commencer, par exemple, par apparier U avec A, ici. Donc ici, le X, c'est ça, le Y, c'est ça. Donc on voit qu'on les recopie ici, puis ici. Et on a apparié A avec U. OK? Puis là, on n'a pas terminé. On peut encore réécrire des choses ici et ici. Donc, si on s'en va à droite, mettons, on pourrait décider de skip la lettre A. Puis là, ça réduit notre problème davantage. Puis on peut continuer comme ça et comme ça. À un moment donné, on arrive à un terme, c'est-à-dire qu'on ne peut plus réécrire comme je disais tantôt. Et il se trouve que ce terme-là représente cette solution-là qui est pas terrible, mais qui est une des solutions possibles de repliement. OK? Donc, on peut jouer à ce jeu de réécriture-là, puis en fait, ça va générer toutes les solutions possibles si on suit toutes les façons possibles de réécrire. Plus formellement, on va appeler ça gamma de S par rapport à une certaine grammaire. C'est toutes les façons de réécrire, donc tous les termes qu'on peut obtenir en partant du repliement de S en suivant les règles de réécriture. OK? Donc, on a une façon ici très abstraite et générale de décrire un espace de solution qui est récursivement décomposable, comme c'est nécessaire pour la programmation dynamique. L'autre volet de l'approche algébrique, c'est ce que j'ai appelé les algèbres tantôt. Donc, c'est vraiment des algèbres au sens mathématique du terme. C'est-à-dire que les opérateurs qu'on a vus tantôt dans la grammaire, donc pair et skip, puis un aussi, qui est un opérateur en tant que tel, on va pouvoir leur attribuer différentes significations. Ici, à gauche, c'est la signification qui, si on l'utilise, va permettre de compter le nombre d'appariements qu'on a dans une certaine solution. OK? Si j'ai une solution qui apparie quelque chose, puis qui se réduit en deux sous-solutions, ben, le nombre total de paires que je vais avoir, c'est le nombre de paires que j'ai à gauche, plus celle que j'ai à droite, plus une, parce que je viens d'en former une. Puis quand je skip, ben, je ne gagne rien. OK, puis la solution vide ben, n'a aucun appariement. Fait que si on applique ça sur notre solution de tantôt, ben, on trouve 3. On avait apparié trois paires ensemble. Ici, on trouverait 0. Ça, c'est la solution où on fait juste tout skipper, qui est une des solutions possibles. Donc, ça, c'est pas très bien replié, là, mais... Puis un autre opérateur que je n'ai pas encore présenté, c'est l'opérateur plus, qui lui permet de choisir entre deux solutions. Et donc, si je fais une solution plus une autre, c'est de façon abstraite quelque chose qui représente un choix entre deux solutions. Et dans le contexte de maximisation du nombre de paires, ben, ce choix-là, c'est un maximum, tout simplement. OK, donc, par exemple, ici, j'ai fait T1 plus T2, qui sont la somme de ces deux solutions-là. Ben, c'est juste le maximum des deux. C'est-à-dire que dans l'ensemble de solutions T1 et T2, le maximum de paires que je peux avoir, c'est 3. OK. La chose importante, c'est que ce n'est pas la seule façon d'attribuer une signification intéressante à ces opérateurs-là. Une autre signification intéressante qu'on pourrait avoir, c'est celle-ci, qui va permettre de compter le nombre de solutions, au lieu d'aller chercher la solution, ben, la valeur maximum de la solution. Comment ça marche? C'est que dès que j'ai une décomposition de ma solution, de mon instance en deux sous-instances, ben, le nombre de solutions, ça va être le produit du nombre de solutions pour l'instance à gauche avec le nombre de solutions pour l'instance à droite. Puis pour skip, ben, ça va juste être le nombre de solutions en arrière quand j'enlève ce caractère-là. Et ici, quand j'ai un choix entre deux solutions, ben, au lieu d'aller chercher le maximum, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens dans ce cas-là, je vais juste sommer le nombre de solutions qu'on trouve dans les deux ensembles. Okay? C'est assez trivial ici dans cet exemple-là, mais pour les deux termes ici, on aurait un nombre de 1 parce que ces termes-là représentent une unique solution. Puis si on forme un ensemble avec T1 et T2, ben, ça compte 2. Donc là, on a déjà un exemple une sorte de réutilisabilité, tout simplement, de la grammaire. On a gardé une seule grammaire, puis on est capable d'échanger une algèbre pour une autre, puis de résoudre une autre tâche algorithmique, sans refaire toute la description de l'espace de solution. OK. Et OK, dans la suite, je vais appeler val, par rapport à une certaine algèbre A, le fait de prendre un terme puis de l'évaluer dans cette algèbre-là. Fait que là, on a une façon très simple de résoudre n'importe quel problème de programmation dynamique algébrique. C'est que je génère tout l'espace de solution, puis je l'évalue dans mon algèbre. Et tada, j'ai résolu mon problème. Sauf que l'espace de solution est de taille exponentielle, fait que je l'ai résolu en temps exponentiel. Ce qui est pas encore très optimal.
Mais la partie intéressante s'en vient. On a une façon optimale de le faire, ben, plus optimale. Fait que là, juste pour mettre les deux côte à côte, ça, c'est la solution classique que j'ai présentée tantôt qui fait juste comme maximiser le nombre de paires. Puis là, on a la décomposition entre la structure puis l'évaluation. OK. Puis là, rapidement, je vais comme parler plus de formellement comment ces objets-là sont définis, c'est quoi les propriétés qu'ils doivent respecter. Les algèbres en tant que tels doivent s'apparenter à des demi-anneaux. C'est quoi un demi-anneau? C'est une généralisation des demi-anneaux. Vous me permettrez l'abus de langage ici. On a cet opérateur plus qu'on a vu tantôt, qui est un opérateur de choix, qui doit être commutatif, associatif, avec un élément neutre qui est 0. Ça permet de faire notre choix de solution dans n'importe quel ordre. Ça va nous aider pour l'algo ensuite. Et on a des constructeurs, dont pair, qu'on a vu tantôt, qui permettent, eux, de construire des solutions plus grosses que ce qu'on avait avant. Et ces opérateurs-là doivent respecter une propriété de distributivité, et c'est ça la propriété des demi-anneaux dans la vie. C'est que si je fais f de AB plus f de AC, ça doit être pareil que f de A, B plus C. Et ça, c'est vrai pour tout constructeur f. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça formalise le principe d'optimalité de Bellman que j'ai présenté tantôt, qui disait, je vous le rappelle, qu'une solution optimale doit être composée de solutions optimales, de sous-solutions optimales aux sous-instances du problème. Ben, ici à gauche, on peut voir ça comme la solution optimale, c'est-à-dire on aurait par exemple généré toutes les solutions possibles, puis on les aurait juste sommées comme on a fait avant. Donc le nombre exponentiel de solutions, on les aurait sommées ensemble. Puis ici, on aurait une façon un peu plus intelligente de le faire, c'est-à-dire qu'on aurait reconnu qu'à gauche, c'est la même sous-instance, mais on aurait factorisé ça en juste B plus C ici. Et donc à droite, on a en fait une solution qui est composée d'une sous-solution optimale B plus C à droite. Donc on peut voir ça comme une formalisation du principe de Bellman. Je vais juste afficher les quatre d'un seul coup, c'est plus rapide. Euh, Ce qui est intéressant avec ça, c'est ce que j'ai mentionné un petit peu tantôt, c'est qu'on peut composer quasiment automatiquement ces algèbres-là ensemble. On a une composition assez triviale qui est le produit direct, c'est-à-dire que si j'ai deux algèbres qui font deux choses, ben, je peux les faire en même temps. Je peux récupérer un tuple qui contient les deux valeurs en parallèle. Bon, c'est pas beaucoup plus que si j'avais juste exécuté l'algo deux fois, mais c'est comme une première marche à franchir pour aller vers les autres qui sont plus intéressants. Le premier qui est super intéressant, qui est le combinateur lexicographique. Ce que ça va faire, c'est qu'on va considérer ces tuples-là des valeurs des deux algèbres, puis on va minimiser sur la première composante et sommer la deuxième composante pour toutes celles qui atteignent ce minimum-là. OK? Fait que là, vous le voyez peut-être, mais si j'applique ça sur mon algèbre de minimisation d'une part, puis une algèbre de génération de solutions d'autre part, ben, ça va aller chercher toutes les solutions qui atteignent le minimum, puis faire un bel ensemble avec toutes ces solutions-là. Donc, ça me permet en fait de construire automatiquement les solutions minimales. Une autre paire de combinateurs intéressants, c'est celui que j'ai appelé groupe. Ça ressemble à un groupe by en SQL. C'est essentiellement, on va construire l'ensemble de tous les tuples, mais on va garder ça unique sur la première colonne. Et puis, quand la première colonne est égale, on va comme sommer la deuxième colonne. Ok, donc, c'est comme une sorte de généralisation du deuxième, mais je ne vais pas chercher un minimum sur la première colonne. Je vais juste garder toutes les valeurs possibles de la première colonne et sommer sur la deuxième. Une application pratique de ça, c'est si j'ai une algèbre qui classifie les solutions. Mettons, je veux tous les repliements qui ont une certaine forme, mais avec une certaine variabilité. Puis parmi ceux-là, je veux celui qui est optimal. Ça, c'est un des problèmes qui arrive réellement en repliement d'ARN. Ben, je peux faire ça avec ces deux algèbres-là. Une algèbre qui va calculer la classe de ma solution, d'une part, puis l'autre qui maximise le nombre de paires. Et puis avec ça va les combiner automatiquement pour résoudre le problème. Puis finalement, le combinateur de Pareto, ça va nous être utile pour les coûts que je mentionnais tantôt. Quand les coûts sont difficiles à déterminer pour les différents événements relativement l'un à l'autre, ben, ce qu'on peut faire, c'est juste ne pas donner de coûts, puis aller chercher des solutions qui sont potentiellement optimales si jamais, en tout cas, il y a un coût qui existerait pour les rendre optimales. Et donc avec ça, on élimine toutes les histoires un peu niaiseuses qui auraient plein de transferts à gauche à droite, parce qu'elles n'ont aucune chance d'être optimales, peu importe le coût qu'on leur donne. On va plutôt aller chercher l'ensemble des solutions pour lesquelles il existe une façon de les rendre optimales. Donc, c'est une façon de se défaire de la responsabilité d'aller chercher des coûts. Et ça nous aide ensuite à trouver, ben, OK, j'ai juste 5 possibilités de coûts, en fait, dans le fond, au lieu d'un espace continu de coûts que j'avais avant. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver le coût optimal, le coût qui nous intéresse, comme ça. OK, là, j'ai plus beaucoup de temps, en fait, que je vais accélérer. Pour les grammaires,
Donc là, j'ai présenté ça un petit peu formel, mais c'est vraiment le même principe qu'on a vu avant. De façon plus générale, en fait, il peut y avoir plusieurs dimensions dans les arguments d'un prédicat. Ici, on avait juste une dimension qui était la séquence qu'on avait en entrée. Mais tantôt, on va avoir besoin de plusieurs dimensions. C'est pour ça que je le présente. Puis là, c'est comme un petit peu de terminologie que j'ai déjà présenté tantôt. Une contrainte importante qu'on va avoir, c'est que chaque variable apparaît au plus une fois dans chaque tête. Donc, on n'a pas plusieurs occurrences d'une variable. Puis là, on va s'intéresser à comment on transforme une grammaire en un algo qui fonctionne. Euh, Première étape qu'on va faire, c'est simplement du pattern matching, de la correspondance de motifs. Les motifs qu'on a dans les têtes des clauses, ben, dans leur forme la plus simple, ils ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit des constantes, soit des variables, soit une concaténation de deux motifs essentiellement. Puis je vais aussi introduire ça qui permet de, au lieu de décomposer une chaîne de caractères en deux concaténations, une concaténation de deux chaînes de caractères, on va la décomposer en une union de deux ensembles. Ok, donc là, on ignore l'ordre qu'on avait à la base, puis on va regarder toutes les décompositions possibles comme ça. C'est comme un sous-ensemble des motifs qui vont nous intéresser dans la suite. Un exemple d'application de ça, si j'ai le motif XY sur l'entrée ABC, ben, je vais simplement essayer toutes les décompositions en concaténation de ABC en deux sous-chaînes. Puis si on reprend le motif qu'on avait tantôt, ici, ça va en plus rajouter une contrainte que je dois les découper. Oh, ça devrait être un Y ici, excusez. On va les découper en s'assurant que juste après le X, il y a un A, puis juste après le Y qui est une forme de X, on a un B. La troisième possibilité, celle que j'ai présentée tantôt, c'est où on ignore l'ordre. Ok, donc ici, ça va tester essentiellement tous les sous-ensembles à gauche, puis tous les sous-ensembles à droite. Donc évidemment, il y en a beaucoup plus de possibilités, mais ça va nous être utile dans la suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment faire la correspondance de motifs. Je pense que c'est assez simple d'imaginer l'algo qui le ferait récursivement. Ce qui nous intéresse, c'est cet algo-là qui permet de prendre une grammaire, de prendre une algèbre et, magiquement, de résoudre le problème de programmation dynamique qui est associé de façon optimale. C'est très vendeur dit comme ça. Et l'algo est relativement simple. Je vais essayer de l'expliquer rapidement. C'est une généralisation de l'algorithme CYK pour l'analyse en traitement du langage, en linguistique. Donc, il y a 5 composantes à l'entrée. On va prendre la grammaire, l'algèbre, un prédicat de départ, qui va être fold dans notre grammaire précédente, puis l'entrée qu'on cherche à analyser, et M qui va servir de mémoire pour se souvenir des solutions intermédiaires quand elles sont répétées. Donc, la première chose qu'on fait, c'est regarder si on n'a pas déjà résolu ce sous-problème-là, puis si c'est ça, ben, on a déjà fini. Puis sinon, ben, on va commencer à construire la solution. La solution de départ, ça va être juste 0, qui représente l'absence de solution, puis on va rentrer là-dedans de plus en plus de solutions possibles. On va énumérer toutes les clauses qui correspondent au prédicat de départ. On va faire du pattern matching sur chacun des motifs qui sont dans les dimensions de la clause, ben, de la tête de la clause. Et simplement, on va juste aller réécrire le corps de la clause en fonction des assignations qu'on a fait dans le pattern matching à gauche. Donc, si j'ai trouvé que ma variable x valait ABC, ben, je vais remplacer les x par des ABC à droite. Donc, c'est ça qui se passe ici. Et là-dedans, il va nous rester ce que j'appelle des trous, c'est-à-dire dans le corps de la clause, il va y avoir par exemple fold x qui va rester. Puis ça, ben, c'est quelque chose qu'on peut continuer à réécrire. Puis c'est à ce moment-là qu'on appelle récursivement l'algorithme, donc avec la sous-entrée et en partant du prédicat h au lieu du prédicat L qu'on avait à la base. Euh, donc on suppose que ça se passe récursivement et on va juste ajouter cette solution-là dans l'ensemble des solutions. Une fois qu'on a fait tout ça, on retourne à l'ensemble des solutions. OK. Puis ça va être optimal si notre grammaire a certaines bonnes propriétés, parce que justement, on a cette étape de mémorisation des solutions intermédiaires. Une des propriétés qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de dérivation infinie possible. Donc, toutes les dérivations se terminent éventuellement. Sinon, c'est quand même difficile de calculer l'ensemble des possibilités en un temps fini. Et ça implique qu'on ne va pas avoir de dérivation cyclique, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une possibilité de réécrire pour revenir exactement au point de départ au bout d'un moment. Si on a cette propriété-là, on peut établir ça, qui est que si on applique l'algorithme sur une certaine grammaire, sur une certaine algèbre, avec une certaine entrée à partir d'un certain prédicat de départ, ça va être complètement équivalent à si on avait généré l'ensemble exponentiel des solutions et qu'on l'avait évalué. Mais sauf que ça, c'est beaucoup plus efficace. OK? Et comment ça fonctionne essentiellement cet algorithme-là? Ça utilise la distributivité qu'on a vu tantôt, qui formalise le principe de Bellman pour décomposer, aller résoudre indépendamment ces solutions-là, plutôt que d'attendre de les avoir toutes construites avant de les évaluer.
Je vais skipper ça. Ensuite, on étend les motifs. Ça va être nécessaire pour la dernière section, pour laquelle il me reste 1 minute 30. Mais je pense qu'on avait étendu de 10 minutes, fait que je suis correct. Il me reste 10. Je suis capable. OK, en haut de ce tableau-là, c'est les motifs que j'avais déjà introduits. En fait, on en a d'autres qu'on va avoir besoin, dont on va avoir besoin, pardon. Premier, c'est un motif sur les naturels. Donc, si dans ma dimension d'entrée, j'ai un naturel, je vais être capable de le décomposer en une somme de naturels. OK. Donc, ici, c'est juste des entiers positifs, sinon il y aurait comme une infinité de sommes possibles. Puis, on a des motifs qui vont opérer sur les arbres. Et là, on va revenir progressivement vers la réconciliation qu'on a abandonnée depuis 30 minutes. On a trois motifs possibles qu'on va utiliser. L'une, c'est pour décomposer un arbre en sa racine, puis sa liste d'enfants. OK. Les deux autres, ça va être pour remonter aux parents du sous-arbre actuel ou pour aller chercher la liste des voisins du sous-arbre actuel. OK. Ici, j'ai mis quelques exemples. J'utilise une notation un petit peu bizarre peut-être pour les arbres. Donc ça représente la racine A avec les enfants B, l'enfant C, puis cet enfant C, il a deux enfants qui sont D, E. En tout cas, je ne sais pas si c'est clair, hein. C'est quand même pratique comme notation. Puis mettons qu'on applique cette entrée-là à ce motif-là. Ben là, ça va aller chercher la racine qui est A, puis la liste d'enfants, c'est B, C, D, E. OK. Euh, le prochain exemple ici, ça montre une composition de deux motifs de type différent. Une qui est la décomposition d'ordre, puis au milieu, on a cette barre-là qui permet d'ignorer l'ordre, donc de faire deux sous-ensembles. Donc, ce que dit ce motif-là à gauche, c'est que je décompose mon arbre en sa racine et sa liste d'enfants que je décompose en deux sous-ensembles d'enfants. Donc là, je vais comme essayer toutes les sous-ensembles possibles d'enfants essentiellement. Sauf que là, ensuite de ça, j'essaie de matcher ces listes d'enfants, puis j'en ai juste un de chaque côté. Ok, donc j'ai un premier enfant C, puis un deuxième enfant D. Donc ça, ce que ça fait essentiellement, c'est que ça teste les deux ordres possibles pour les deux enfants. Il peut y avoir que deux enfants à R ici, vu la forme du motif. Euh, ok. Fait que là, mon exemple ne fonctionne pas à droite. Celui-là, je pense qu'il ne fonctionne pas. Parce qu'il faudrait deux enfants à A pour que ça fonctionne. Donc, oubliez ça. Mais l'idée, c'est que s'il y a plus que deux enfants, ben, ça va juste faire aucune correspondance. OK. Puis pour les deux autres motifs, mettons ici, on serait dans B, là, c'est ça qui est surligné ici. Puis on applique la flèche OP, ben, ça va juste aller chercher l'arbre complet qui contient son parent B, le parent de B, donc qui est A. Puis si jamais on applique ça à la racine, ça va juste faire aucune correspondance. Puis la liste des voisins, ben, si on commence en C, ben, ça va nous donner B, D, E, F qui sont B, le voisin de gauche, puis D avec les enfants E, F qui sont les deux voisins. OK? Comment le voir? S'il y a une certaine praticité dans le fait que ces motifs-là, quand ça ne correspond pas, ça fait juste ne rien donner en solution. Ça veut dire que nos règles vont être beaucoup plus faciles à écrire. Mettons que j'ai une règle qui va aller chercher le parent. Ben, dans le cas où on l'applique à quelque chose qui n'a pas de parent, ça va juste pas appliquer la règle. On n'a pas besoin de prévoir toutes ces conditions-là d'exception. Je vais malheureusement skipper ça aussi. OK. Puis là, il y a comme un historique rapide. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de programmation dynamique algébrique dans le passé. Et le problème de cette littérature-là, c'est qu'elle est très fragmentée. Il y a comme au moins trois écoles différentes de gens qui ont redécouvert la même chose à différentes années puis qui ne se citent pas entre eux. Ce qui était vraiment intéressant pour faire la revue de littérature. Euh, Fait que là, c'est l'école de bioinformatique, mettons, des auteurs en bioinformatique qui, c'est ça, progressivement ont découvert les grammaires juste sur des séquences et juste avec une dimension, puis qui l'ont généralisé progressivement pour prendre en compte des arbres, des ensembles, plusieurs dimensions. Euh, juste, à nouveau des arbres, parce qu'ils n'avaient pas vu que les autres avaient trouvé des arbres aussi, je suppose. En tout cas. Et parallèlement, le travail sur les algèbres aussi, donc le combinatoire lexicographique. Ça, c'est vraiment une des personnes qui l'ont trouvé, mais il y a plein d'autres personnes qui ont trouvé des constructions similaires. Euh, et le combinatoire de Pareto aussi. Et il y a deux implémentations qui existent. Une qui est comme une sorte de DSL qui se compile vers du C ou du C++ au choix, et une qui est comme en Haskell. C'est les deux seuls qui sont maintenus à ce jour, à ma connaissance. Fait que ma contribution là-dedans, ça a été d'aller chercher tous ces morceaux de littérature-là, puis de les mettre ensemble. Puis de trouver comme un formalisme commun pour unifier toutes ces approches-là qui ont toutes leurs notations différentes, puis leurs approches différentes. Le formalisme sur lequel je me suis arrêté, c'est une généralisation des grammaires hors contexte multiples et des grammaires S attribuées, dont on pourra parler dans la période de questions, je n'ai pas le temps d'en parler.
Puis pareillement pour les algèbres. Puis ben, j'ai fait une implémentation en Python qui évidemment n'est pas performante du tout, mais qui a l'intérêt d'être plus approchable que quelque chose en Haskell pour les gens qui font de la bioinformatique. J'aime beaucoup Haskell, mais c'est pas très vendeur d'aller dire aux gens, hey, il y a cette chose-là vraiment super, puis vous devez apprendre Haskell pour l'utiliser. Fait que j'essaye d'enrichir un petit peu l'espace des possibilités, mettons. OK. Puis là, c'est les 7 dernières minutes où je reviens au problème initial de réconciliation segmentale. Vous l'aviez oublié peut-être, mais c'est de là qu'on est parti. OK. Première étape dans la résolution, c'est de voir que, ben, de plisser un peu les yeux, puis de voir que dans un problème, il y a deux problèmes. Pour résoudre la réconciliation segmentale, on peut dire qu'on va aller résoudre d'abord la réconciliation, puis ensuite la partie segmentale. Il y avait un indice dans le nom à la base. Euh, et c'est ça qu'on a fait. En fait, à la base, on l'a résolu ensemble. C'était vraiment compliqué. Puis là, ce que j'ai proposé vers la fin de ma thèse, c'est de les résoudre séparément. Puis, turns out qu'on arrive à la même solution à la fin. Fait que je vais vous sauver tout le détour compliqué, puis arriver à la partie plus claire, j'espère. Pour résoudre la réconciliation, je vais le présenter sous forme algébrique. Donc, sous forme algébrique, il faut qu'on définisse des constructeurs qui vont être utilisés dans une grammaire, puis dans une algèbre. Comment on construit des histoires en forme algébrique? Ben, on a l'histoire unitaire, donc juste une feuille toute seule. On a ces opérateurs-là qui composent des histoires ensemble. Mettons TR ici qui va dire que je fais un transfert, puis ensuite à gauche, on va avoir une sous-histoire et une autre sous-histoire à droite. Et on a cet opérateur-là, skip, qui, donc, au lieu d'aller associer directement le sommet actuel de l'arbre à l'espèce actuelle à droite, va sauter un certain nombre d'espèces pour se rendre à un descendant. On va voir juste après comment ça s'applique. Et du côté des grammaires, on va utiliser 4 prédicats. Le prédicat principal, c'est rec. Donc, rec de TS, ça va construire l'ensemble des réconciliations possibles dans lesquelles la racine de T est associée à la racine de S. Donc, on place la racine de l'arbre de gène, ou de Saint-Denis en l'occurrence, à la racine de l'arbre d'espèce, exactement. Puis ensuite de ça, on déroule une histoire derrière. Les prédicats auxiliaires qui sont ici vont nous servir à définir ce prédicat-là. Celui-ci, avec la petite flèche, au lieu de l'associer à la racine de l'arbre d'espèce à droite, ben, on va l'associer à une espèce séparée de ces sous-arbres-là qu'on a à droite. Ça va nous servir pour les transferts horizontaux. Rec étoile, ça va aller non pas l'associer à la racine, mais à n'importe quel descendant de la racine. Puis rec flèche bas, c'est comme rec étoile, mais en plus, on va compter le nombre d'espèces qu'on saute en descendant. OK? Puis une fois qu'on aura défini tout ça, pour résoudre le problème, on aura juste à appeler rec étoile sur TS, qui seraient les deux arbres d'entrée. Puis ça, effectivement, ça va faire qu'on va chercher une réconciliation de T avec n'importe quel descendant de la racine de S. OK, à quoi ressemble la grammaire? Première chose qu'on peut faire, c'est si nos deux entrées sont deux feuilles, ben, on a une seule histoire possible, c'est la feuille, en notant que ce soit effectivement la bonne correspondance qu'on avait au départ. Là où ça devient plus intéressant, c'est pour les arbres qui ont des enfants. Donc, mettons qu'à gauche, on a cette construction-là que j'ai mentionnée tantôt, qui va chercher la racine puis deux enfants dans n'importe quel ordre. Donc, ça, c'est l'arbre des synthénies. Puis à droite, l'arbre des espèces. Donc, les deux enfants, mais ici dans l'ordre de l'entrée, vu qu'on n'a pas la barre au milieu. Ben, une possibilité, c'est de faire une spéciation à cet endroit-là, donc avec TS, qui va se séparer en deux sous-histoires. Une qui associe le sous-ensemble, le sous-arbre de synthénie jaune avec le sous-arbre d'espèce bleue. Et de l'autre part, ici, le vert avec le rouge. OK? Donc, on décompose progressivement notre entrée, puis on la réconcilie de cette façon-là. J'y viens juste après. Mais ça sert c'est ce compteur de nombre d'espèces qu'on saute essentiellement. On peut faire la même chose pour les duplications, puis pour les transferts. La différence ici entre spéciation et transfert, c'est qu'on ne descend pas dans l'arbre d'espèces quand on fait une duplication. Donc, les deux enfants sont associés à la même espèce de départ. Et pour le transfert, c'est qu'ici, on appelle rec avec la petite flèche courbée ici. Donc, on va aller non pas chercher à associer l'enfant gauche avec l'espèce qui est courante, mais avec n'importe quelle espèce qui est extérieure. Et puis, justement, pour ces prédicats auxiliaires, donc rec étoile cherche à associer à n'importe quel descendant de l'espèce à droite. Ben là, on a deux choix essentiellement. Soit on peut, il ne devrait pas y avoir de n ici, excusez. Soit on peut
juste associé à la racine. C'est un descendant, la racine est un descendant d'elle-même. Soit on peut décomposer notre arbre à droite pour aller chercher un de ses enfants, puis là, on va récursivement s'associer à un descendant de un de ses enfants. Ok, donc essentiellement, c'est la définition récursive de un descendant, c'est soit lui-même, soit un descendant de ses enfants. Puis le flèche bas, ici, c'est la même chose que ça, sauf qu'il y a ce compteur que j'ai mentionné juste avant, donc qui compte le nombre de fois où on descend, le nombre d'étages qu'on descend dans l'arbre à droite. Donc à chaque fois qu'on applique cette règle-là, on passe de n à n plus 1. Et puis une fois qu'on termine, on sauvegarde ça dans un événement, dans le constructeur skip ici. OK, dernier élément de cette grammaire-là, c'est la flèche courbée. Donc ici, c'est un petit peu l'inverse de la flèche vers le bas, dans le sens où on a une définition récursive de qu'est-ce que ça veut dire d'être séparé de l'espèce actuelle. Ben, c'est soit être un descendant d'un voisin de l'espèce actuelle, soit être séparé du parent de l'espèce actuelle. OK, donc, le flèche droite, ça peut être soit, donc ici, ça, c'est les voisins de l'espèce, soit un descendant de voisin, soit c'est séparé du parent ici. C'est là qu'on a besoin des motifs que j'ai mentionnés tantôt. On va sauter ça. Le deuxième problème, c'est celui de parcimonie d'ensemble. Donc là, on va ignorer les espèces et essayer de minimiser les contenus ancestraux pour minimiser le nombre de gains et de pertes qu'on a au fur et à mesure. Euh, on pourrait se dire en voyant ce problème-là qu'on a besoin d'essayer tous les sous-ensembles de contenu, de sous-ensembles ancestraux de gènes. Il y a une petite réduction qu'on peut faire que je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer, mais qui permet d'avoir une quantité essentiellement polynomiale de choses à tester. Et on peut faire la même chose, c'est-à-dire présenter ça sous forme de grammaire. Ici, on va avoir trois constructeurs qui vont gérer le nombre, essentiellement le nombre de gènes qui sont présents à chaque synthénie. Donc, split va s'appliquer quand on rencontre un embranchement, puis gain et loss permettent de gagner ou de perdre des gènes. Puis on a quelque chose d'assez similaire pour les prédicats. Donc, à quoi ressemble la grammaire? Si jamais je tombe sur une feuille dans mon arbre de synthénie, euh, ben la seule possibilité, c'est qu'il me reste. Donc ici, les deux autres dimensions, c'est le nombre de gènes qui me reste à gagner et le nombre de gènes qui me reste à perdre avant d'atteindre la feuille. Euh, la seule solution quand je me rends à une feuille, c'est qu'il n'y ait plus rien à gagner puis plus rien à perdre. Sinon, c'est que j'ai soit trop de choses, soit pas assez de choses. C'est ça essentiellement qui est encodé ici. Puis là, ben, je vais résumer ça vraiment rapidement. C'est que quand on rentre contre un embranchement, puis qu'il nous reste G choses à gagner, ben, on va séparer ce G en G' plus G secondes, puis aller gagner à gauche le G', puis à droite le G secondes. C'est là que le motif de somme de nombres entiers devient utile à ce moment-là. Puis là, il y a tout un calcul que je vous épargne pour l'instant pour savoir combien ça implique de gènes qui nous restent à perdre par la suite. Puis pour les prédicats sur la branche, donc ce prédicat-là, cette règle-là va permettre de perdre une partie des choses qui nous restent à perdre. Donc on décompose L en deux choses, puis on les perd, puis il nous reste ça à perdre par la suite. Même chose pour les gains ici. OK? Puis ça nous donne cette complexité-là. OK, là j'ai presque terminé. Juste une minute si vous permettez. Euh, donc ça nous permet de résoudre les deux problèmes que j'ai mentionnés à la base de façon indépendante. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on peut les recombiner en une seule grammaire qui résout les deux problèmes en même temps. Euh, Puis ça, pour l'instant, on l'a fait à la main, mais on a une bonne intuition que ça pourrait se faire de façon automatique. Puis ça, c'est une des perspectives de recherche. Donc là, vous voyez qu'on a combiné la règle pour faire les spéciations avec la règle pour diviser les gains et les pertes en deux enfants. Puis essentiellement, c'est vraiment le corps des deux règles mélangées de façon appropriée. Euh, Puis, c'est ça. C'est essentiellement quasiment automatique, sauf dans le cas de la duplication, où ici, on va passer d'un ensemble de gènes à perdre à plus aucun gène à perdre. Quand on fait une duplication, on s'arrange essentiellement pour que on n'ait plus aucune perte à faire par la suite. Donc, on s'arrange pour aller directement vers l'optimal. OK. Puis, la contribution dans cette section-là, ben, c'est de fournir une solution au problème de réconciliation segmentale dans un temps polynomial. La façon dont on a procédé, c'est à la fin ben, de décomposer ça en deux sous-problèmes. Et le problème de parcimonie d'ensemble, on l'a résolu ensemble avec Mathieu puis Corélie, qui est une étudiante qui était dans le lab. Moi, j'ai apporté la formulation algébrique de la chose qui permet de le recombiner à l'autre problème puis d'arriver à quelque chose qui fonctionne tout ensemble à la fin, qui permet in fine d'avoir plein de belles choses qui arrivent avec la formulation algébrique. Donc, on peut échantillonner des solutions,
On peut aller chercher des solutions qui sont Pareto optimales ou quasi optimales. On peut calculer des statistiques sur l'ensemble des solutions, ce genre de choses. Et je fournis une implémentation encore en Python à la fin. OK, pour conclure, essentiellement, la thèse a deux contributions principales. Une contribution qui est plus abstraite, qui est cette unification de la programmation dynamique algébrique. Puis j'ai espoir que ça permette peut-être de le diffuser davantage dans la communauté parce que ce n'est pas quelque chose qui est très connu, mais c'est quelque chose qui permettrait de développer des algos beaucoup plus facilement, des algos d'optimisation combinatoire. Euh, Puis ben, c'est ça, je fournis une implémentation que j'espère accessible, dans le sens facile à utiliser, pour faciliter ça. Ça, ce n'est pas une partie qui a été publiée encore, mais il y a un chapitre de la thèse qui est prêt à être publié essentiellement, puis il faut juste que je trouve un endroit pour l'envoyer. Puis il y a plein d'autres choses qu'on pourrait développer dans la suite de ça, puis c'est essentiellement des choses qui vont s'en aller probablement dans mon postdoc par la suite, de continuer à travailler là-dessus. L'autre moitié de la contribution, c'est sur le problème de réconciliation segmentale, donc l'aspect bioinformatique de la chose. Ici, on fournit une solution efficace pour le problème de réconciliation segmentale qui a plein d'applications intéressantes dont que j'ai mentionné au début. Euh, c'est ça. Il y a différentes perspectives de développement de cet algo-là encore plus loin, dont certaines qui sont en cours d'exploration avec les gens du lab. Donc d'abord, ce serait peut-être de reprendre l'évaluation des données qu'on a fait à la base sur les nouvelles implémentations qu'on a, mais de façon plus large. D'une part, ce que j'ai présenté jusqu'à présent ne prend pas en compte l'ordre des gènes. Donc, si vous avez suivi depuis le début, là, on manipule des ensembles de gènes, mais dans le génome, les gènes ont un certain ordre et ça pourrait influencer, ça influence définitivement leur évolution. Mais ça devient beaucoup plus compliqué à gérer quand on a des permutations de gènes à prendre en compte. Euh, troisième chose, ce serait de compter le nombre d'exemplaires. Donc, dans une même synthénie ici, on a un ensemble, donc on suppose que chaque gène apparaît une seule fois dans chaque espèce, mais on pourrait suivre l'évolution du nombre d'exemplaires de chaque gène. Ça nous donnerait du signal supplémentaire pour inférer l'évolution. Puis finalement, quelque chose de très large aussi, c'est de prendre en compte la potentialité de fusion de synthénies ensemble. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est en cours de travail dans le lab. Puis ben là, si je prends 10 dernières secondes pour remercier les gens, d'abord, je remercie les gens qui m'ont soutenu financièrement, qui ne sont pas des gens, mais des institutions. Mais aussi des vrais gens qui m'ont soutenu pendant les 6 ans de ma thèse. Merci à Nadia de son support. C'était vraiment le meilleur support que j'aurais pu avoir, essentiellement. Je suis très chanceux. Merci aux gens du lab. Merci au jury. Puis merci à mes amis qui sont là en grand nombre aujourd'hui, puis qui me soutiennent depuis le début, qui sont, je les appelle ma deuxième famille, puisque je les ai trouvés ici en quittant ma famille en France. Puis je remercie ma famille en France aussi, évidemment. C'est ça.